ce 29e épisode. 3e, 4e, 5e de la série de l'aéropod confiné. Combien on est rendu, les gars? Beaucoup. Trop. 4e confiné, ouais. C'est beaucoup trop. 5e, peut-être? Ben, en théorie, oui, mais... Ah, non, c'est parce que... Hey, on a perdu la notion du temps. Ça va super bien. Effectivement. Heureusement... Il fait pas beau dehors, il fait fret. On a l'impression qu'on est encore en hiver. On est pogné dans la maison. Mais André, en avril, ne te découvre pas d'un fil, voyons. Et la joie est dans nos cœurs et autres clichés. Ça paraît, hein? Oui. Bon. Alors, bienvenue, André. Oui. Olivier, André, Grégory. Bienvenue, Olivier. Ben oui. Bonjour. Oui, merci. Hey! Bientôt, vous allez leur voir la bine en mouvement, là, en vrai. Là, on travaille là-dessus. Ça s'en vient. Ne désespérez pas. Je le sais que c'est tout ce qui vous garde réveillé la nuit présentement, mais ça s'en vient. Heureusement, aujourd'hui, on a des sujets super intéressants. On commence avec des brèves, dont des sujets qui nous touchent, nous, petits Québécois, cette fois-ci. Ben oui. Pas mal. Les aéroports sont officiellement de compétence fédérale, Olivier. Oui, donc ce qu'on savait déjà a été encore une fois de plus validé par la Cour suprême du Canada. Donc le 16 avril de 2020, la Cour suprême a déclaré qu'elle n'entendrait pas la cause opposant à la procureure générale du Québec contre l'OBNL de l'aérodrome de Saint-Roch-Achigan. Okay. Cette cause-là était pour faire valoir la primauté de la loi sur la qualité de l'environnement du Québec. Et le gouvernement provincial voulait venir s'immiscer dans les affaires aéronautiques. Donc, la Cour supérieure avait déjà tranché en ce sens en 2018 et l'affaire avait été portée devant la Cour d'appel qui avait rejeté l'affaire. Et ensuite, la procureure générale du Québec demandait la permission d'aller en Cour suprême du Canada avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la loi sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas à l'aviation qui est de compétence fédérale. Bon, et voilà. Qui en doutait encore? Ben, en tout cas, là, chose sûre, c'est réglé. Provincial. Oui, c'est bien visiblement. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve... la discussion autour des aéroports / aérodromes, je trouve ça intéressant parce que c'est relativement mondial. Je suis pas un expert de la petite et très petite aviation, là, donc de l'ultra léger au Cessna, mais il reste que c'est des sujets qu'on voit régulièrement apparaître dans les nouvelles aéronautiques à travers le monde. Je sais que, par exemple, en France, il y a beaucoup de petits aéroports / aérodromes qui ont eu ce genre de dilemme-là aussi ces dernières années où le gouvernement ou la ville ou la région voulait fermer l'aéroport, les délocaliser, oui, mais non. Fait que là, c'est quelque chose, c'est un sujet qui nous touche à nous ici au Québec. Puis ça fait longtemps qu'on en entend parler. Les gens qui gravitent dans le milieu de l'aéronautique québécois, puis reprends-moi, Olivier, si je me trompe, là, mais ça fait longtemps qu'on en entend parler, là, déjà de la fermeture et du déménagement de l'aéroport de Mascouche, avec après ça le gouvernement qui s'est mêlé à ça. Puis je pense même qu'il y a eu la ville avant qui a amené ça qui a mené des négociations d'une main de maître. Très longue saga. Aussi, la chose qu'il faut souligner, c'est que toutes les décisions qui ont été prises en aviation, les décisions juridiques en aviation au Canada dernièrement, peut-être, admettons, si on prend les 15 dernières années, c'était des décisions qui ont été prises au Québec. OK. Donc, des dossiers du Québec. La Frémière à Lac-à-la-Tortue, sa décision, ça a été pris ici. C'est un truc de Cour suprême. Ouais. Il y a eu là maintenant cet appel-là qui a été rejeté, puis d'autres trucs. Et puis, les gens dans l'Ouest, souvent, ils vont dire « Ah, ben là, COPA, tout ça, ils prennent nos sous puis ils défendent les intérêts au Québec. » Mais si on ne réussit pas à faire valoir les intérêts, la primauté du fédéral sur l'aviation au Québec, ça peut donner des idées à des gouvernements provinciaux et municipaux dans d'autres provinces. Donc, c'est pour ça que c'est important de mener le combat. Effectivement, ben oui, parce que ça va faire jurisprudence. Tout à fait. Oui, puis il y a toujours un groupe d'avocats quelque part qui pensent qu'eux autres, ils ont trouvé une faille dans la loi. Mais c'est clair, là, l'aviation, c'est de juridiction fédérale. Le gouvernement fédéral, il a le droit d'autoriser un aérodrome ou un aéroport à peu près n'importe où au Québec. Et les lois provinciales ne s'appliquent plus dans ce temps-là. Exact. André Allard a parlé, mesdames et messieurs. As-tu vu ça, Flore? Eh oui, je suis vivant. Toujours vivant. Pas dans ce sens-là. Dans le sens que tu as l'opinion définitive, André, voyons. OK, félicitations aux gens qui voulaient pas que ce soit le Québec qui décide de ça, j'imagine. Ben, c'est plus... moi, je pense que...
Puis je sais que tu connais le dossier très bien, Olivier, là, mais je pense aussi comme ça pourrait peut-être un petit peu sonner le glas d'une aventure qui n'en finit plus là, avec cet aérodrome-là. Là. C'est incroyable. Oui, on espère que ça va aider le ministre à prendre la décision pour finalement donner le OK pour le projet. Ça va probablement aussi aider d'autres projets ailleurs dans la province, ailleurs dans le pays aussi. Mais pas nécessairement des projets, je pense aux sagas de bruit de l'aéroport Saint-Hubert et tout. Je présume que ça rentre un peu aussi dans ce... C'est pas la ville tant que ça qui va décider de ce qui va se passer là. C'est encore drôle. Parce que la ville peut faire des pressions. Oui, mais c'est parce que Saint-Hubert est propriétaire de l'aéroport. C'est une histoire différente. Ah oui, OK. Bon point. Intéressant. Tu peux faire de la pression sur les élus municipaux pour qu'ils changent la vocation de l'aéroport. Mais si l'aéroport appartenait au gouvernement fédéral ou à un organisme privé, les gens à Saint-Hubert ne pourraient pas faire de pression sur les élus municipaux. Ça, c'est la différence. Okay. Nous, ce qu'on avait fait à Mascouche dans le temps avec les plaintes de bruit, on avait été extrêmement proactifs pour les plaintes. On avait monté un gros système extrêmement efficace pour suivre les plaintes des gens. Donc, dès qu'il y avait une plainte qui était déposée à l'aéroport, on faisait un suivi dans la journée ou le lendemain, c'était exemple en soirée. Et puis, on appelait l'agent, la personne qui s'était plainte, on faisait un suivi, on dit oui, c'était l'avion, on a parlé au pilote, voici ce qu'en était en convenu. Souvent, les gens faisaient une plainte, on leur répondait à leur plainte d'une façon intelligente, puis on n'avait plus de plainte après, parce qu'on leur avait expliqué qu'est-ce qui se passait. Il y a certains dossiers qu'on avait envoyés à Transport Canada également, des récalcitrants ou des gens qui faisaient vraiment n'importe quoi. Okay. Donc, les aéroports, quand on est proactif, quand on fait vraiment notre devoir, ça fonctionne, puis on est capable de bien vivre avec les communautés. C'est bien dit. Non, félicitations. Ouais, c'est un bel exemple, c'est intéressant. Oui. Ça peut peut-être donner des idées à d'autres. Oui, puis même en Europe ou quoi, là, comme je parlais, là, que j'ai vu passer des histoires en France, entre autres, mais je suis sûr qu'il y a d'autres endroits. Là, ça peut peut-être leur donner des idées de voir que ça peut être géré intelligemment, effectivement. Donc là, histoire, dossier, nouvelle qui peut avoir l'air un peu banale, une mode sur un Cessna 206. Oui, intéressant. C'est vraiment intéressant. A priori, rien d'excitant, mais... Oh. Ça démontre toute l'ingéniosité de certaines boîtes de génie aéronautique canadienne. Oui, donc le Cessna 206, un avion très populaire pour les exploitants de tours aériens ou de brousse, avec une grosse porte cargo du côté droit de l'avion qui s'ouvre en 2 battants, un peu comme sur un Chevy Van ou un Econoline. Et le problème de cet avion-là, c'est quand les volets sont baissés, les portes ne peuvent plus s'ouvrir à l'arrière. Il faut ouvrir la porte avant si on veut ouvrir la porte arrière. Et puis, avec les volets baissés, la porte avant ne s'ouvre pas plus que de 8 cm et la porte arrière reste fermée. Donc, en l'été 2018, il y a un Cessna 206 sur flotteur qui, avec à bord un pilote et 4 passagers, qui a capoté à l'amérissage. Le pilote a réussi à sortir le passager qui était assis à l'avant et a essayé de sortir les 3 personnes à l'arrière, mais les portes étaient coincées par les volets et les 3 passagers sont malheureusement décédés par noyade. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a donné à réfléchir à deux messieurs du Canada, donc Dale Floyd de Coast Dog Aviation et Ron Stroll de Airworthiness Resources Corporation. Eux sont mis à l'idée de faire justement une modification à l'avion pour permettre aux portes de s'ouvrir, même lorsque les volets sont baissés. Et parce que avec la plus récente version certifiée du 206, le 206H qui est arrivé en 98 avec le moteur Lycoming, quand il a été certifié au Canada, le Transport Canada n'a pas automatiquement appliqué la certification de la FAA sur l'avion. Okay. Ils ont dit non, cet avion-là, avec les volets baissés, on peut pas sortir tout le monde de l'avion. Donc, on va le limiter à 5 passagers et non 6. Et puis, avec la configuration de la cabine, ça limitait l'avion à 4 passagers à cause du centre de gravité. Donc, il y avait une perte de 33 % de la charge utile pour les exploitants. Okay. Quand même. Et là, ces messieurs-là, ce qu'ils ont fait comme solution, c'est qu'ils ont dessiné une porte qui, lorsqu'elle est ouverte et qu'elle rencontre un volet, le haut de la porte se plie et la porte peut quand même s'ouvrir, même si les volets sont baissés. Oui. As-tu été voir la vidéo, Olivier? Oui, c'est vraiment excellent. C'est un bel exemple d'ingéniosité. Bien sûr, on va vous mettre ça dans les notes de l'épisode, chers auditeurs. Oui, absolument. Oui. Mm-hmm. Donc, en ce moment, la modification est une... Ouais. Pourquoi je ferais ça, moi, là? Est-ce que je suis obligé comme exploitant? Est-ce que je... on s'entend, ça me rajouterait de la charge utile, comme tu viens de dire, mais... Oui. Aussi, le voie de sécurité, même avec on pourrait aller chercher le 33 % de charge utile qui est perdu sur l'avion en ce moment. Mm-hmm. Et en cas d'accident, on a la certitude que les passagers vont pouvoir sortir de l'avion. Parce que donc là, ils seraient capables de l'opérer avec 6 passagers, là? Oui, c'est ce qu'ils espèrent. Donc, en ce moment, c'est une certification AMOC.
Donc, pour Transport Canada, ils sont en train de faire approuver la modification pour comme STC pour les avions. Excellent. Oui, c'est ce que je lisais, là, que éventuellement tu irais chez eux faire la mode ou tu pourrais acheter le kit. Exactement. C'est soit aller à leur atelier ou si un exploitant qui a son propre OMA, mais il peut faire commander les pièces et faire la modification lui-même. Oui, il serait prêt à vendre le STC. Fait que c'est une super bonne nouvelle, effectivement. Puis c'est intéressant, puis je tiens à mentionner que c'est un point, je pense que c'est la première fois qu'on parle de petite aviation dans le podcast. Puis c'est un très bon point que tu as amené, Olivier, parce que c'est effectivement une très grande part de l'industrie aéronautique. Je veux dire, c'est vrai que c'est beau un 777, puis c'est formidable voler dans un Dreamliner, là, mais il y a aussi tous ces petits exploitants, cette industrie-là de la brousse, du tourisme, qui fait partie de l'aéronautique. Là, on a tendance à les oublier souvent. Là, puis, c'est un super bon point. Puis on va essayer de porter une attention particulière à amener des choses, des sujets intéressants comme ça, de plus petits de plus petit acabit. Mais c'est cool, c'est vraiment le fun. All right. Petit point qui va probablement aller en s'amenuisant avec les semaines de retour sur la COVID et ses effets sur l'industrie. Présentement, ce qu'on constate aux États-Unis, c'est les effets très pernicieux de l'aide aux compagnies aériennes américaines, André. Oui, en fait, la semaine dernière, on a appris là, que les compagnies américaines s'étaient entendues avec le gouvernement fédéral américain. On parle grosso modo de 28 milliards de dollars d'aide pour une dizaine de compagnies aériennes, ce qui est excellent. Dans l'aide, il y a des obligations qui viennent avec ça, dont, entre autres, l'obligation de garder les employés, tous les employés à l'emploi jusqu'au mois de septembre. OK? Donc, il n'y aura pas de mise à pied massive dans les compagnies aériennes cet été. On est rassuré. Et l'autre obligation, c'est que les compagnies aériennes sont obligées de maintenir tous les vols intérieurs qu'elles avaient au 1er mars, si ma mémoire est bonne. Donc, on se retrouve dans des situations où, par exemple, on va prendre la liaison Dallas-New York, tu as 5, 7, 8 compagnies aériennes qui offrent des vols quotidiens entre Dallas et New York. Et là, elles sont toutes obligées de maintenir cette liaison-là, donc de faire des vols vides, pratiquement. Et là, ça vient gruger le capital plus rapidement, parce qu'on s'entend qu'un vol avec 4 passagers, il y a pas de... C'est de la perte brute, ou presque. Mm-hmm. Oui, absolument. Puis c'est quand même un long vol aussi, donc tu peux pas faire ça avec un E190, tu es obligé de prendre un 737 ou un 320. Donc, c'est des grosses pertes d'argent. Et finalement, les conditions d'obtention de l'aide américaine font en sorte que ça pourrait forcer des compagnies à retourner devant le gouvernement américain avant le mois de septembre pour demander de nouvelles aides. Fait que c'est un petit peu étrange. Là, on avait déjà dit que une bonne partie des frais des vols étaient couverts, en fait, ou bien du profit, là, c'est tout un ou tout l'autre, là, était couvert par le fret, le cargo. Ouais. Donc, bien entendu, ça maintient du cargo dans les airs également. C'est peut-être la seule chose qui a l'air de peut-être faire un peu de sens dans la situation, parce qu'on ne comprend pas du tout pourquoi c'est ce qui se passe actuellement. C'est la réaction contraire à celle qui s'est passée en Europe, où on a annulé les obligations de vol. Ouais. Pour d'autres raisons, mais quand même. Il faut spécifier, Claudia, que le cargo sur les vols internationaux, il y en a beaucoup. Sur les vols intérieurs, il y en a beaucoup moins. Ah oui, même aux États-Unis? OK. Oui. Alors, quand on parle de vols vides, on parle de vols vides. Oui, littéralement. Avec 2 passagers. Pratiquement, il n'y a pratiquement pas de cargo là-dedans. Ah. Donc, c'est très dispendieux opérer des vols vides aux États-Unis. Parce que sur le marché intérieur, le cargo était déjà beaucoup exploité par UPS et des choses, FedEx et ces gens-là. Okay. Sur les vols intérieurs, il y a beaucoup de compagnies aériennes de cargo. Mm-hmm. C'est vraiment très difficile pour les compagnies aériennes en ce moment. OK. Ouais, ça va être intéressant, honnêtement, de voir comment ils vont devoir user de
d'ingéniosité pour... parce que quand j'ai vu ça... En même temps, si l'entente est prise, l'entente est prise. Là, non, ben oui, mais tu sais, je veux dire, il reste quand même que tu peux pas exploiter un appareil dont tu n'as pas les moyens de mettre en opération. Là, je veux dire, à un moment donné. Fait que moi, je pense que la question qui va se poser, André, puis corrige-moi si je me trompe, en tout cas, c'est ouvert au débat, là, c'est OK, l'entente est passée, puis le gouvernement américain a dit c'est ça, puis c'est tout. Là. Mm-hmm. Mais ils vont attendre jusqu'où pour se rendre compte qu'ils vont en tuer beaucoup là, à cause de ça. Là. Tu sais, je parlais d'Allegient, là, quand on préparait l'émission, là, Allegient, bon, certains diront que ça manquera peut-être pas dans le ciel américain, là, mais il reste quand même que le gouvernement est prêt à probablement, très certainement, tuer une compagnie pour maintenir coûte que coûte, ces requis-là. En tout cas, comme je te dis, là, c'est sujet à réflexion, puis je comprends pas trop le... Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? T'as-tu une idée de c'est quoi l'idée, justement? Non, ça, je laisse André discuter de ça, mais allez-y. Mais Fine. Ce qu'on dit, dans le fond, le point de vue du gouvernement américain, en tout cas, c'est de dire que les vols intérieurs, c'est un service essentiel. Donc, on veut maintenir un service dit essentiel. Maintenant, mais tu sais, peut-être une liaison par jour, pas 5, puis peut-être, je sais pas. Là. Mais aux États-Unis, c'est pas les liaisons sur les petits aéroports qui sont essentiels et non entre les exemples Chicago et JFK. Je sais qu'il y a des liens essentiels, exemple Boston, Place Perdue en Caroline. Là. Hein? Pas Charlotte, là, mais les petits aéroports. Mais on a déclaré que les vols intérieurs aux États-Unis, partout aux États-Unis, pendant la COVID-19, c'était essentiel. Entre autres choses, on veut permettre au personnel médical de se déplacer facilement d'une région à l'autre du pays. Oui, non, mais en même temps, on s'entend André, quand tu en as 25 nolis, je sais pas. OK. Je suis d'accord. Là, je veux pas répéter le point, là, mais je veux dire, il reste quand même que... probablement que certaines personnes qui nous écoutent savent qu'au niveau des low cost et des ultra low cost, très souvent, la destination, c'est aller le matin, retour le soir, là, ou à peu près. Là, donc, le problème qu'il y a avec les low cost, c'est que eux autres, c'est basé sur un volume de destination. Fait que le modèle de... Des places comme... Allegiant aussi, c'est beaucoup des vacances qu'ils font. Oui. Exemple, Plattsburgh, Orlando. Même si c'est même pas Orlando, c'est Sanford qui est comme à 1h30 d'Orlando, au nord-est, où ils vont aller à Las Vegas, c'est des places comme ça. Donc, eux, en ce moment, leur marché, c'est sûr qu'il est complètement bousillé. Là. Exact. Regarde, je sais pas, je pense que il y a encore du travail de représentation de l'industrie américaine à faire, l'industrie aérienne à faire auprès du gouvernement. Mm-hmm. J'imagine que j'espère que ça va s'améliorer, parce que je trouverais ça triste qu'on aide des compagnies pour finalement, puis qu'au bout du compte, ça crée plus de problèmes ou que ça soit à peu près neutre comme efficacité, là, tu sais. Oui, quand même. En fait, la seule autre chose que je peux voir, c'est que les compagnies ne soient pas prêtes à payer des gens à rien faire et que ce soit trop compliqué de les forcer à donner des salaires sans job. Et donc, que ce soit plus simple de dire maintenez vos opérations. Comme ça, vous allez avoir besoin du monde puis ça va faire que tout le reste va débouler tout seul. Oui, peut-être. Mais c'est une autre option. En tout cas, c'est quand même... Mais ils maintiennent pas, on s'entend, ils maintiennent quand même des opérations réduites là, de l'ordre de 70 à 80%. Quand même, ouais. Fait que ça règle pas tout. Passons. Okay. Ouais, ça va être assez, non, mais on va essayer de démêler tout ça pour la semaine prochaine, peut-être, là, parce que ça m'intrigue trop. Daer doit prendre des mesures exceptionnelles. Oui, fait que déjà situé Daer, peut-être? Oui, peut-être, on commence par ça. Qu'est-ce que quoi? C'est qui ça, Daer, André? C'est un très bon constructeur d'aviation générale. Pour ceux qui connaissent le TBM, le Trinidad. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Trinidad, boy. C'est son vrai nom, là, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là, le vrai nom de l'avion. Les TB10, il y a un TB10 puis un TB20 à la chute. OK. Ouais. Et c'est aussi un gros fabricant de structures, un gros sous-traitant d'Airbus. Puis en fait, eux s'attendent de perdre 400 millions d'euros de revenus cette année sur un chiffre d'à peu près 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, ils prennent des mesures pour réduire le personnel, réduire considérablement les pertes.
Mais ça, je trouvais ça intéressant parce qu'une perte d'à peu près un tiers de ton chiffre d'affaires dans l'année, c'est énorme pour n'importe qui. Ça commence à nous placer un peu là, dans l'industrie aérospatiale. Qu'est-ce qui s'en vient dans les mois et dans l'année à venir? Où est-ce qu'ils sont situés, les autres, là? À Tarbes. Pardon? À Tarbes. À Tarbes. C'est où, ça? En France? OK, merci. Proche de Toulouse. D'accord. Non, mais regardez-moi pas comme ça. Ben non, mais pas. c'est pas compliqué. On est En deux, là, France, donc je te regarde toi, oui, là, mais... Non, il y avait du jugement Mais là-dedans. Claudia, c'est simple. En France, quand tu parles d'industrie aérospatiale, t'es jamais vraiment loin de Toulouse. À quelques exceptions. Toulouse, Bordeaux, dans ce coin-là. là. Non, mais déjà, vous me disiez un nom de ville qui pouvait très bien être allemand. Je sais-tu, moi? Ouais. Il y En avait... fait, Daher, ils ont racheté la compagnie Socata, qui est une société de construction d'avions de Tarbes qui faisait le TB20, TB10, TB20, le TBM 700, le TB30, le Epsilon. Oui. Et puis Avion eux, d'entraînement, Socata, c'est la compagnie Morane-Saunier qui a changé de nom éventuellement. Ouais, Et OK. Morane-Saunier, pourquoi c'est important? C'est eux qui ont inventé la configuration classique de l'avion, c'est-à-dire une aile à l'avant et puis un empennage conventionnel à l'arrière. Donc, c'est eux les premiers qui sont arrivés avec un avion qui a l'air d'un avion. Ouais, Qui a l'air OK. de ce qu'on connaît aujourd'hui. Cool. Ouais. Ouais, parce qu'avant, souvent, c'était un canard qui était en avant. Ouais. Avant. Un canard en avant, une profondeur à l'arrière, des ailes biplans à l'arrière, triplans à l'arrière, toutes sortes de choses inusitées. Donc, la configuration classique de l'avion, c'est vraiment Ouais. Morane-Saunier qui... Fait que donc, sont arrivés pour avec ça. donner une image aux gens de ce que c'était avant, ils ont juste à penser au flyer des frères Wright. Oui, Ça les va avions leur de donner une Santo petite Dumont. idée de exactement. Là. Tout à Ouais. fait. L'avion OK. de Santo Dumont, le 14 bis. Oui, exact aussi, oui. T'en étais où sur Daher? André, nous avais-tu tout dit? Oui, j'avais pas mal tout dit, oui. OK. Compagnie Aérostructure, moi, je veux juste te relancer sur un point, André. Est-ce que tu penses que que ce qui se passe en ce moment va forcer ou du moins va lancer l'idée à certains OEM, donc on parle d'Airbus, Boeing et compagnie, là, il n'y en a pas 38, là. Est-ce que tu penses que ça va les forcer à devoir ramener in-house certaines affaires qui avaient été sous-traitées à l'extérieur? Donc, par exemple, on parle de TBM, de Daher aujourd'hui, là, qui fait de l'aérostructure. C'est d'ailleurs une très, très, très grande part de son chiffre d'affaires. Ce que Oui, eux 80% fabriquaient de son pour... chiffre d'affaires. imagine. Fait que ce que eux fabriquaient pour Airbus, là, ça a-tu des chances d'être ramené à l'interne chez Airbus? Regarde, la question, ça va dépendre comment vont, dans quel état financier vont être ces entreprises-là dans un an. C'est clair que si Daher est en situation de faillite dans un an, l'intérêt d'Airbus, ça va être de racheter de reprendre les activités de Daher in-house, de dire, bon, ben OK, on reprend Daher, puis ça devient une société, une filiale à part entière d'Airbus. C'est souvent comme ça qu'ils fonctionnent en Europe. C'est une possibilité. Et c'est clair qu'en ce moment, les OEM, les fabricants d'avions, ils s'arrachent les cheveux de sa tête quand ils pensent à leur chaîne d'approvisionnement. Mm-hmm. Ils ont la peur bleue de voir plusieurs petits fournisseurs, de petits volumes, des fournisseurs de niveau 2, de niveau 3, surtout des niveaux 3, qui vont mourir puis qui vont complètement paralyser la ligne d'assemblage. Ça, c'est la peur d'Airbus puis Boeing en ce moment, là. Leur préoccupation, c'est, oui, il y a les livraisons, mais la chaîne d'approvisionnement, là, c'est un gros casse-tête pour eux autres. OK. Fait que, alors, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Ouais, non, c'est correct. Mais de bord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le questionnement pour les prochaines semaines, de voir un petit peu comment les OEM vont se retourner et réagir par rapport à ça. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ils vont pallier au problème. Fait que, puis là où je m'en vais avec ça, c'est que tu as mentionné à l'instant qu'ils pourraient être tentés de racheter Daher et donc pas forcément de reprendre ça à l'interne, vraiment Airbus, mais juste de dire, OK, c'est cool, on va racheter la shop, on va mettre le logo Airbus à côté, puis ça devient chez nous maintenant. Oui, qui est pas mal le modèle d'affaires en Europe. Remarque que Boeing, elle, avait pris une direction différente pour le prochain, ce qu'on appelait le NMA, le 797, ou en tout cas le remplacement éventuel du 757 qui, à mon avis, n'aidera jamais, là. Mais il avait pris l'orientation, eux, de justement
tout rapatrier le plus possible in-house, de faire le moins de développement à l'extérieur afin de garder d'avoir un meilleur contrôle sur les revenus après-vente. OK. On revient de l'intégration verticale. Yeah. Ouais, ben, en même temps, tu sais, il y a différents risques à gérer de différentes façons dans une business comme ça. Dans leur tête, eux, ils géraient le risque du volume en outsourçant et puis, à ce moment-là, splittaient carrément le risque d'un programme. Si ça marchait pas, il n'y avait pas juste eux qui en payaient le prix. Visiblement, on avait oublié le risque d'exploitation, là. Ouais, mais tu sais, Claudia, souvent, en gestion, là, il y a des modes, hein? Absolument. Quand tu regardes les 100 dernières années, de tout ramener à l'intérieur, d'avoir des entreprises intégrées verticalement, puis après ça, de tout outsourcer, de tout envoyer à l'extérieur. Ouais. Et de devenir des intégrateurs seulement, puis ça se promène. Absolument. Alors là, je pense que l'événement actuel risque de ramener un retour à Finalement, là, plus je réfléchis à ta question, Greg, plus je me dis possiblement que ça va avoir un effet de reconcentrer. Les fabricants vont vouloir reprendre le contrôle de leur chaîne d'approvisionnement. Bien, on avait déjà vu, tu sais, dans le fond, ce serait la suite d'une tendance qu'on avait déjà vue. On s'était rendu compte du côté des OEM que de laisser tout le revenu de l'aftermarket dans le marché pour d'autres entreprises, c'était pas une bonne idée. Et on avait recommencé à intégrer ces fonctions-là. C'est la suite logique un peu du point de vue de la gestion des risques, de réintégrer le reste de ta chaîne d'approvisionnement pour toutes sortes de raisons. Comme par exemple, de ne pas se faire prendre avec 80% de ton avion qui est fait par quelqu'un d'autre sans que tu aies de contrôle dessus. Exact. Des choses comme ça, tu sais. Perdre tes fournisseurs et tout ça. Ouais. Bref, on verra ce que ça va donner. Parlant de production avec Airbus et tout, on a eu plusieurs questions sur ce qui va se passer avec la cadence de production de la 220. Tu vas nous débroussailler tout ça, André. Ouais, ben en fait, il y a effectivement beaucoup de rumeurs qui circulent puis tout ça. Là, pour avoir discuté un petit peu puis évalué, la semaine passée, j'ai participé à un séminaire, un webinaire, où justement, on essayait d'évaluer les cadences de production, tu sais. Puis les gens, c'était facile de prédire les cadences de production pour Airbus puis Boeing, là, 2021, 2022, 2023. 2020, c'est plus problématique de prédire les cadences de production. Entre autres choses, parce qu'on revient encore à la chaîne d'approvisionnement, qui est complètement désynchronisée. Il y a eu des arrêts de production un peu partout sur la planète, à des moments différents, avec des durées différentes. Il va falloir resynchroniser la chaîne d'approvisionnement. Et l'autre information que j'ai eue récemment, là, je vous dis ça, là, c'est rentré ce matin. Il y a eu, depuis une semaine, il y a eu un retour partiel au travail chez Airbus et Bombardier. Il y a des gens qui sont retournés pour préparer le retour au travail du 5 mai, d'accord? Et là, je peux vous dire une chose, distanciation sociale puis efficacité, ça ne va pas de pair. Surprise. Travailler en équipe, pas d'équipe, c'est pas facile. Et voilà, combien de personnes, par exemple, quand tu fais de la finition intérieure d'un 220, combien de personnes tu peux avoir en même temps dans l'appareil sans qu'ils aient de masque? Quel genre de masque tu vas leur donner s'ils sont 7-8 dans l'avion? C'est quel genre de production individuelle tu leur donnes? Et tellement confortable de porter du N95 à la journée longue aussi. Ben, surtout que l'été s'en vient quand il fait 32 degrés à Montréal avec un taux d'humidité de 650 millions %. Tu sais comme moi dans des hangars pas climatisés. Super. Où il y a peu de ventilation, dans l'intérieur d'un avion où il n'y a aucune ventilation en fonction. Ouais, regarde, tu vois venir le sport. De toute façon, j'imagine que tu peux pas ventiler dans les circonstances. Ça fait juste empirer le problème. Ben, c'est plus difficile. C'est pas que tu peux pas, mais c'est plus compliqué. Alors, il y a ça. Donc, tu sais, tous les jobs qui ont besoin d'être faits à 2 ou à 3, où tu travailles physiquement, donc c'est embêtant d'avoir un masque. Comment tu fais pour la faire tout seul, ce job-là? Puis après ça, il y a toute la question on va parler des aires communes. La cafétéria, comment tu fais pour garder 2 mètres de distance de tout le monde dans la cafétéria? Tout le monde mange assis dans sa voiture. Ça va être super. Ben, il va y avoir des files d'attente à la cafétéria. Là, après ça, tu as les toilettes. Tout ce qui a l'air simple devient extrêmement complexe. Tu sais, là, les line-up de gars là, sur les 8-10 urinoirs. Tu sais, ce que vous connaissez pas, là, ben, ça va être le début. Et voilà. Ouais, effectivement. Ouais, tout ce qu'on. Alors, c'est. Fait
c'est épouvantable. Ça va prendre, juste relancer la production, ça va prendre un mois. Alors, pour aller plus court avec les cadences de production, je m'attends à ce que Airbus livre entre 20 et 25 A220 de plus d'ici la fin de l'année. Mm-hmm. Ça donne une cadence de production de 2 à 3 appareils. Comparé à celle juste avant la crise de... Qui était à 4. OK. Et on se préparait à monter à 5 avions par mois. Mm-hmm. On se préparait à monter à 5 avions par mois. Aux surprises, on a appris la semaine passée qu'il n'y aurait pas d'accélération de la cadence de production de la 220. Ça nous jette par terre. Ouais, j'ai même pas écrit là-dessus, j'ai même pas partagé parce que, regarde, c'est évident. On sera pas à 4. Petite subtilité, OK, dans la convention collective qui a été signée l'année passée, entre la IMTA, entre le Local 712 puis Airbus, il y a une clause qui dit que en cas de ralentissement de production, les sous-traitants doivent partir les premiers, puis c'est les syndiqués AIMTA qui récupèrent ce qu'on appelle les work packages, donc les sous-ensembles de production ou d'assemblage, là. C'est l'AIMTA. Donc, c'est les gens des sous-traitants comme AAA qui les premiers vont être mis à pied, s'il y a mise à pied. Mais comme je vous dis, ça risque d'être tellement difficile de produire des avions avec les mesures de confinement que ça se pourrait qu'il y ait encore... finalement, juste la complexité va faire qu'on va avoir besoin de tout le monde parce que... Ouais, puis à la limite, je pense que s'il fallait, avant de réduire du personnel, il y a des moyens comme, tu sais, d'avoir des horaires de travail partagés puis tout ça. Ouais. N'oublions pas qu'Airbus a pris la subvention salariale d'urgence du Canada, donc d'ici au mois de juin, il est obligé de garder tout son monde. Donc, il n'y a pas de mise à pied. Donc, 2 appareils par mois. Air Canada devrait devenir le plus gros client à recevoir des avions cette année, en théorie. OK? Ouais. Maintenant, ça reste à prouver parce que le 4 mai, Air Canada va annoncer ses résultats financiers. Puis en annonçant ses résultats financiers, ils vont nous donner leurs intentions pour les 3 mois et 6 mois. Donc, ça va nous donner une perspective. Mais je m'attends à ce qu'Air Canada prenne de ces avions-là, puis je vais m'expliquer. Il ne faut pas oublier que quand une compagnie aérienne achète des avions, 2 ans avant la date de livraison, elle commence à verser des paiements, à faire des versements d'avance. On en avait parlé dans le cas du 737 MAX, souvenez-vous, l'automne passé. Ouais. Et 6 mois avant la livraison, habituellement, l'avion est payé à 80%. Ce qui veut dire que les avions d'Air Canada et de Delta, par exemple, là, qui sont les 2 gros clients, qui étaient prévus pour livrer cette année, là, d'ici à l'automne, ils sont payés à peu près à 80%. Il y a certainement, parce que le Airbus, son but dans la vie, c'est de livrer des avions. Ça ne livre pas d'avions, elle n'a pas de revenus, donc elle est dans le trouble. Mais ça force les clients à prendre des avions qu'elle n'a pas les moyens de prendre. Airbus aussi est dans le trouble, tu comprends? Fait qu'il faut qu'il fasse un juste équilibre entre livrer les avions, puis s'ajuster avec les besoins du client. Et peut-être que, tu sais, dans le cas d'Air Canada puis de Delta, ils peuvent s'entendre. Dire, écoute, on va te financer sur le 20% qui reste. Nous, on va t'en financer 10%, la moitié à 0% d'intérêt. Puis, c'est le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec, qui est actionnaire, d'ailleurs, de la 220, qui va financer l'autre moitié sans intérêt pour 2 ans. De sorte que pour une compagnie comme Air Canada, il n'y a pas les avions déjà payés à 80%, il n'y a pas de nouveaux risques financiers, il n'y a pas de nouveaux déboursés. Et possiblement, parce que comme c'était une acquisition d'un nouveau modèle, possiblement que la formation des pilotes était payée par Airbus. Donc là aussi, il y a le personnel qu'il faut rajouter est probablement financé aux frais d'Airbus. Donc, il y a très peu de risques pour Air Canada d'accepter ces avions-là. Delta, la petite particularité, c'est comme ils reçoivent de l'aide du gouvernement américain, est-ce que ça va ça dérangerait qu'on accepte des avions fabriqués au Canada? Tu comprends? J'ai comme dans l'idée que oui. Mais là, c'était déjà prévu, en tout cas. Il n'y a plus rien qui me surprend. Ça avait déjà été négocié, puis bref. OK. À suivre. 22 avril, donc demain pour les auditeurs, Delta Airlines nous donne ses résultats trimestriels et va nous donner ses indications
sur les 6 mois à venir et on va avoir une meilleure idée à ce moment-là. Mais je m'attends, comme je vous dis, deux avions par mois chez Airbus. Et pour les gens les anciens de Bombardier, dites-vous, c'est un avion ou 10 jours. Ça, ils vont comprendre, eux autres. OK. C'est bon. C'est bon. All right. On va voir ça. On ferme une piste à Trudeau. Ouais. Comment ça? Qu'est-ce que... C'est des coûts. C'est pour contrôler des coûts, hein, André? Oui, ben c'est pour contrôler les coûts. Il y a eu plusieurs mesures d'annoncées par Montréal-Trudeau, d'ailleurs, qui appliquent aussi pour la subvention salariale d'urgence du Canada, afin de pouvoir payer les employés. Okay. Ils vont réduire les effectifs des 2/3, donc ils vont juste garder à peu près le tiers des employés au travail. Évidemment, il n'y a plus de volume à Montréal-Trudeau comme à peu près partout dans le monde. 06 gauche, 24 droite, elle était en travaux l'année passée, puis il y a une partie qui était déjà fermée, donc la longueur avait été réduite. Et là, on ferme ça. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des avions d'entreposés là cette année. D'ailleurs, il n'est pas question de continuer les travaux cette année. C'est pas considéré comme urgent. Ça fait donc, titre accrocheur. Une piste de Trudeau devient stationnement. Oui. Et pour la période d'été, probablement, parce qu'on s'entend faire de l'entreposage du remisage d'avions au Canada quand tu arrives à l'automne, là, tu vas prendre des pires places, le gel, dégel, humidité. Mais pour l'été, ça peut passer. OK. Fait que moi, ça m'a fait un petit quelque chose d'apprendre qu'on allait avoir une piste avec du remisage. Écoute, c'était pas à Montréal. Mais j'avoue, là, parce qu'il y a déjà, il y a déjà des avions en parking à Mirabel. Là. Ouais. Donc, fait que les derniers avions remisés, là, puis que les premiers ressortis vont être à Montréal-Trudeau, probablement. OK. C'est bon. All right. Bon. OK. On va espérer que ce soit temporaire. Très temporaire. Ultra temporaire. Dis-toi une chose, hein? Oui. Dis-toi une chose. L'aviation est à peu près au plancher en ce moment. Le bon côté de ça, c'est qu'on ne peut pas descendre plus bas. On a atteint le minimum. Effectivement, oui. Micro-pause et on revient avec Renton, la défense et l'espace. Donc, Renton. Oui, ça va super bien. Oui. Ben, quand même. C'est pas en France, ça, Renton? Renton, c'est pas en Chine, ça, Renton? Non? On commence par dire la mauvaise nouvelle la semaine pour Boeing, c'est que GECAS a réduit ses commandes de MAX de manière très drastique. Ouais, mais ils ont dit que c'est un réajustement de la commande. Ouais, ben, ils peuvent pas dire que c'est une bitch slap non plus, là, mais c'est... Vous êtes durs, les amis, vous êtes durs. Puis il faut pas oublier que GECAS, c'est la filiale de GE Aviation. OK? Donc, c'est la filiale de Crédit Bail. Puis, là, GECAS vient de dire, regarde, mon grand, on coupe, tu vas avoir 136 moteurs de moins à livrer. Ils viennent de dire, c'est une décision pas surprenante, mais qui fait mal un peu, si tu veux. Paraît que c'est la panique chez les compagnies de Crédit Bail en ce moment. C'est-à-dire que les demandes d'annulation, les demandes de report de paiement, ça rentre. Il y a au moins 80% des compagnies aériennes qui ont fait des demandes d'annulation ou de report. Ouais. Les compagnies de crédit bail, ils font toujours ce qu'on appelle un petit peu des commandes spéculatives, OK? C'est-à-dire que même si dans 5 ans, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de compagnie aérienne encore pour prendre l'avion, ils passent la commande. Puis généralement, dans les 2 ans avant la livraison, il se trouve une compagnie aérienne pour prendre l'avion, puis là, ils peuvent faire le paiement, puis il y a de l'argent qui rentre, puis ils perdent pas trop. OK? Dans le cas des compagnies de crédit bail, puis le MAX, normalement, dans l'aviation, les compagnies de crédit bail, c'est 25% des commandes. OK? De tous les fabricants, là, Airbus puis Boeing, là, 25% de toutes leurs commandes, c'est des compagnies de crédit bail. Dans le cas du MAX, c'était 40% pour les 5 premières années de livraison du MAX. C'était les compagnies de crédit bail qui avaient de ces commandes-là. Okay. Et comme je vous ai expliqué tantôt, puis comme on a déjà expliqué cet hiver, 2 ans avant la date de livraison, il faut que tu commences à faire des versements pour tes avions qui s'en viennent, OK? Ouais. Que tu sois une crédit bail ou une compagnie aérienne, c'est la même règle. Et les compagnies aériennes placent à peu près la moitié de leurs avions dans les 2 dernières années. Dans le cas du MAX, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas placé d'avion. OK? Parce qu'on s'entend, à partir du moment où le MAX a été interdit de vol, il n'y a plus une compagnie aérienne
a dit, ben moi, je veux un max dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est plus une compagnie aérienne qui a levé les droits. Donc là, les droits. Fait que dans les 400 max qui sont remisés, qui sont pas livrés, il y en a un pourcentage important, certains, et plus que 10%, qui sont des avions non placés. C'est-à-dire qu'il y a une 50aine de max au minimum qui n'ont pas de clients en ce moment. Puis là, avec la crise de la COVID-19, pensez-vous que dans la prochaine année, les compagnies de Crédit Bail vont placer des avions? Ben, je dirais que de toute façon, ils placeront probablement pas de max. En tout cas, on revient là-dessus. Là. Ouais. Mais... Et ça veut dire que les annulations de commandes du côté de chez Boeing, il risque pour le max, il va y en avoir, là, ça va défiler. Les compagnies de location, de Crédit Bail vont toutes se défiler une après l'autre. Et comme il y a 1 an de retard dans les livraisons, puis que t'as la clause voyons, cas de force majeure qui s'ajoute, ben possiblement là que tu vas voir débouler les annulations de commandes. Le carnet de commandes c'est parti. Là. Les compagnies de Crédit Bail, là, les annulations, ça va se multiplier. Et pourtant, c'est pas juste pour Boeing, hein. Non. C'est le cas pour tout le monde. C'est juste qu'ils risquent de prendre la part du lion des annulations. Si ça arrive comme on l'a prédit. Il reste quand même que même si le 320 a repris du poil de la bête sur le tard au niveau des commandes, il reste que... Je veux dire, lui, il vole, là. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il reste que quand même le 37, il y en avait vendu. Oui. Fait que c'est pas une question que Boeing va manger plus la claque que n'importe qui, mais c'est parce que bon, pas bon, peu importe, il y en avait vendu des avions. Fait que oui, ça va les affecter. Puis pour ce type d'appareil-là, ça va les affecter big time. Ouais. Oui. Et pourtant, la production des avions civils reprend à Everett. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ironiquement, là-dessus, j'ai dit c'est parce que Boeing a juste un inventaire de 400 avions remisés qui sont pas livrés. Fait que l'inventaire était pas assez gros, il faut remonter les stocks avant. Ils ont fait un meeting, ils ont dit on monte ça à 500, OK! Et en fait, ça a probablement un rapport aussi avec le package d'aide du gouvernement américain qui les oblige à conserver les emplois. Fait que tant qu'à faire, aussi bien créer de l'actif, là. Ouais, les gens sont payés. C'est ça. Puis l'espoir de Boeing, c'est qu'en reprenant la production, on puisse rétablir le versement des acomptes de la part des clients aussi. Et peut-être éventuellement organiser des vols d'essai qui mèneront peut-être à une recertification. En tout cas. D'ici là. Pas de nouvelles d'une patch logicielle. Just saying. En tout cas, je sais pas, là, mais c'est peut-être le temps. On pourrait demander à nos amis en Israël, chez IAI, de nous patenter des modes à faire parce qu'il y a une couple de fuselage là, qui serait disponible. Qu'on pourrait transformer un 37 en sous-marin ou... Ouais, tu viens de m'allumer là-dessus. Là, ouais. Je vois très bien IAI, racheter les 400 max puis faire d'autres choses avec, les modifier pour en faire des avions pas chers. Ça pourrait faire d'excellents bunkers enfouis, qui sait? Je sais pas, mais pour le militaire, peut-être qu'il serait capable de les transformer en avions de patrouille, quelque chose. Là, parce j'ai entendu dire qu'il y avait besoin de tankers présentement. Là. Ça ferait des mini-tankers. Moi, c'est des mini-tankers. Il faut que tu remplisses la cabine de fuel. Là, là, c'est, mais, entre ça puis pas en vendre. Non, c'est ça, c'est vrai. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Nolinor est bon pour mettre du fuel dans les cabines de convers. Ils ont quelque chose pour ça, eux autres. Pour les 37 aussi, j'avais vu de très belles photos. Il avait été porté du fuel dans le nord, là, dans des gros bladders, dans la cabine des 37-200. OK. Hey, c'est, hein? Ouais. Voler assis sur une bombe, c'est relaxant, Olivier? Voler assis sur un lido. Ça ressemble à un lido dans la cabine. J'ai volé en caravane dans la classe, donc plus rien qui me fait peur. C'est bon. Bon, ben, tu gagnes. Ce qui m'amène à un point qui va nous faire un lien avec la section défense. Le F-15QA fait son premier vol. Olivier. C'est quoi cet avion-là? Le F-15QA, l'avion que le Qatar a commandé, a fait son premier vol cette semaine. Si vous avez vu les vidéos sur Internet, c'est assez spectaculaire, le décollage Viking, tel que Boeing le mentionne. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'avion a fait son premier vol, il n'était pas peint, il était juste avec l'après, avec partie de l'avion en après vert et l'autre partie de l'avion en après jaune. Mm-hmm. Donc, le Qatar a commandé 36 appareils en 2017, c'est une commande de 6,2 milliards. Ils ont aussi commandé 36 Rafales,
et aussi 36 Eurofighter Typhoon. Très bon choix, le Rafale. Très bon choix. Ça, j'approuve. J'étais là. Donc, c'est sûr qu'on voit qu'ils savent, ils connaissent leurs choses, ils ont commandé le Typhoon. Ouais. Et puis, ça, c'est pour rester proche des Anglais. Hein? Là, en fait, je pense qu'ils ont coupé la poire en 3. Ils ont commandé des avions à tout le monde, à part les Russes. Décision très politique, je pense. Ah oui, absolument. À part les Russes et les Suédois, ils ont vraiment commandé des avions à tout le monde. Ouais. Donc, ils ont fait ça. Et puis, le F-15QA est exactement la même chose que le F-15SA que les Saoudiens ont commandé. Et c'est le même avion que les Américains vont acheter, comme on a parlé la semaine dernière, le F-15EX. C'est le même appareil. OK. Puis, on parle de... Parce que là, c'est dans la chronique Renton, mais si mes souvenirs sont bons, tout ce qui est avion militaire est assemblé à Saint-Louis, hein? Oui, tous les avions de tactique sont assemblés à Saint-Louis. Les avions militaires à Seattle, c'est les Poséidon. C'est ça, parce que Saint-Louis, c'est l'ancienne usine de McDonnell Douglas. McDonnell Douglas, exactement. Ouais. Mais là, c'est pas parce que le Rafale semble être un très bon avion que ça empêche un civil d'avoir la pire journée de sa vie à bord. Oui, Olivier, là, vas-y, lâche-toi là. Elle n'est pas payée celle-là, c'est bon. Donc, à bord, c'est vite dit. Ouais, donc il n'a pas été longtemps à bord. En fait, on fait des farces, mais c'est vraiment une histoire qui est assez effrayante, si on veut. Donc, combien d'entre nous auraient voulu ou aimeraient aller faire un tour avec les forces canadiennes en Hornet ou en Tutor ou en Hawk? Oui, Donc, à la base de Saint-Dizier, un homme de 64 ans, employé d'une compagnie de défense, qui a eu la surprise de ses collègues, il a été désigné volontaire pour aller faire un tour en Rafale. Cool. C'est un vol obligé de te faire forcer, routinier pour le... Ouais. Donc, le système militaire s'est fait désigner volontaire. Donc, toi, tu es volontaire pour aller en Rafale. Et puis, c'était un vol normal. Donc, c'était pas un vol qui avait été fait exactement, qui avait été spécialement pour le monsieur. Donc, le monsieur était très récalcitrant à aller voler. Donc, il a reçu une formation sommaire sur l'utilisation du siège éjectable et d'équipement de vol. Et le médecin qui a inspecté le monsieur avant son vol avait dit, aucun G négatif et pas plus de 3G positif. Donc, des forces d'accélération en vol. Donc, ça n'a pas été communiqué au pilote. Et le pilote lui a décollé de façon standard, c'est-à-dire un décollage à 4G avec une ressource. Et rendu en palier, il a poussé sur le manche et est allé chercher 0.6G. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le monsieur est installé dans l'avion, le personnel au sol n'ont pas vérifié si le monsieur était bien attaché sur son siège. Les sangles n'étaient pas serrées adéquatement. De la même façon, la combinaison anti-G n'était pas installée adéquatement. Et le monsieur, son casque n'était pas attaché de la bonne façon. Ouais, il n'y avait pas la... Comment t'appelles ça, là? La sangle de menton? La jugulaire, c'est ça. J'allais dire la guillotine. Ça va bien. C'est un autre sound, ça. Oui, exactement. Ça aurait pu, là, parti comme c'est. Grégory, la guillotine, on va te la faire essayer une autre fois, si tu veux. Oui, c'est bon. Juste une fois, on peut l'essayer, ça? Quand le Rafale, le pilote a fait la mise en palier après le décollage, le monsieur s'est retrouvé en position de faible G. Donc, décollé de son siège, n'était pas attaché dans son siège de façon appropriée et a voulu s'agripper à quelque chose. Ses mains ont trouvé une poignée, c'était la poignée du siège éjectable. Donc, il a fait un peu comme Goose dans Top Gun et puis il est sorti de l'avion. Mais contrairement à Goose, il a survécu. Et là, la chose qui est vraiment inusitée, c'est que là, normalement, sur le Rafale biplace, le Rafale B, lorsqu'un des deux pilotes tire les poignées de siège éjectable, les deux pilotes sortent de l'avion. Et puis, dans ce cas-ci, il y a juste le siège arrière qui est sorti de l'avion. Lorsque le moteur fusée s'est mis à feu sur le siège, ça a endommagé le contrôleur pour le siège avant, qui, lui, ne s'est pas déclenché. Donc, le pilote a réussi à garder le contrôle de son avion. Il est revenu atterrir à Saint-Dizier. Et là, il s'est empressé de sortir de l'avion parce que son siège était actif. Donc, il aurait pu se déclencher à tout moment. Oui, c'était un bâton de dynamite, exact. C'est vraiment dangereux. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un mécanicien des Red Arrows qui est décédé. Il faisait un travail sur un Hawk et puis le siège est déclenché. Et puis, justement, le siège a tué le pauvre mécanicien. Et puis, donc, revenir à notre... Mais on sait-tu, là, mettons, au sol, t'es assis sur ce siège-là et il se déclenche, ça te lance? Non, il y a des pins. Au sol, la maintenance, il y a des... Non, mais mettons, lui, là, Oui. il est au sol, son siège est actif, ça se déclenche
Tu pars comment, là? Tu montes 15 étages? C'est des sièges qu'on appelle 0-0. Mm-hmm. Fait que c'est des sièges qui sont designés pour être... Tu peux t'éjecter du sol. OK. Puis fait que ça va te propulser très haut, assez haut pour que le parachute puisse se déployer. Ça veut dire combien, ça? Oh. C'est... Olivier, ça se peut-tu genre quelque chose comme 600 mètres à peu près, là? Dans les airs, là? 450, on peut regarder 600? la vidéo de l'éjection du capitaine Hughes à Lethbridge avec le F-18, qui s'est éjecté, était comme à 100 pieds à l'envers, et puis le parachute a eu le temps de s'ouvrir. Oui, exact. Fait que c'est assez impressionnant. C'est la compagnie Martin Baker qui fabrique ça, puis ils sont très bons. Ce qui est cocasse, c'est que dans le fond, si cette situation-là en avait été une vraie, où les deux auraient été obligés de s'éjecter, ça aurait été ultra tragique pour le pilote, mais là, finalement, ça s'est bien fini malgré... il aurait perdu l'avion, c'est ça qui est tragique, là? Non, mais je veux dire, si tu veux t'éjecter puis que ça marche pas, c'est un problème, là? Ah, ben oui. Ben, ce qu'on ne sait pas, c'est que si le pilote, exemple, s'il y avait eu un problème avec l'avion, il y avait un feu moteur ou un truc comme ça, le passager, la personne de la place arrière s'éjecte, le siège en avant, c'est pas le système automatique n'a pas fonctionné, parce que le système manuel lui aurait fonctionné. Ah oui, donc, si le pilote aurait, lui, tiré sur ses poignets, peut-être que ça l'aurait sorti à ce moment-là. OK. C'est ce qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est une journée où tout ce qui peut mal aller est mal allé, mais finalement, ça a permis de sauver l'avion. Mais quand même, là. Puis, tu sais, il reste que chez ce sous-contractant militaire-là, personne voulait aller faire un vol d'avion de chasse. Ça m'intrigue. Ben, en fait, c'est c'est pas que personne voulait y aller, c'était que... il voulait genre pas le fêter, mais il voulait que ce soit lui qui y aille pour je sais pas trop, le remercier ou... lui, il voulait pas y aller. Lui, il tripait pas bien, c'est ça. Mais c'était pas... c'est pas que personne voulait y aller, là, on voulait y faire plaisir, voilà, c'est ça. On pensait lui faire plaisir, puis ça n'a pas marché partout. Quand un civil veut pas monter dans un avion de chasse, c'est peut-être une bonne idée de l'écouter puis de pas le faire monter. Ouais. Ben, justement, c'est bon que tu en parles, André. Les autorités militaires ont émis des nouvelles directives pour les vols de découverte, justement, ou de familiarisation, comme ils appellent ça. Donc, un examen médical approfondi et vérification pour voir si le candidat est psychologiquement prêt à entreprendre un tel vol. Le test psychologique, c'est une question. Hey, ça te tente-tu? Non? Que c'est beau. C'est fini. Incroyable. Parce que, tu sais, moi, tu me mets dans la même situation, là, en G négatif, j'aurais crié « Youhou! » les deux mains en l'air, tu comprends? Tu vois un peu... Ouais, mais c'est de la gestion du stress à 100 à l'heure. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est du facteur humain, mais à fond. 100%. C'est incroyable comment que tout ce qui pouvait ne pas fonctionner. Mais là, on parle les trous du fromage du modèle de James Reason, mais là, c'est la brique de fromage. Oui, c'est ça. Il y avait 12 tranches alignées. C'est même pas des tranches. On est rendu avec le fromage au complet. OK, ben écoute, pauvre monsieur, bravo pilote, chanceux. En tout cas, tout est bien qui finit bien, mais wow. Oui, assez spécial. Moi, je vous donner une idée un peu d'un avion de chasse français 10 places avec un siège éjectable qui manque à l'arrière. Regardez le film Les Chevaliers du Ciel. Ouais. OK. C'est spécial. Le Mirage 2000 dans le désert que l'espèce de pilote de je ne sais pas quel pays s'est fait éjecter par le capitaine Marcelli. On vous mettra la référence. Ravitaillement en vol automatique. Oui. Il y a des gens pour qui le ravitaillement en vol, ça marche. Puis même, ça marche tout seul. C'est chiant, ça, là. Hey. Excusez. Je sens une pointe d'ironie. Je n'oserais pas. Moi, j'irais avec du sarcasme. Et qui nous explique comment ça marche, cette histoire-là? Ah, vas-y, Olivier. Qui part ça? OK, donc ravitaillement en vol automatique. Airbus, cette semaine, a réussi un ravitaillement en vol automatique, leur programme A3R pour le Automatic Air-to-Air Refueling. Ça a été fait avec leur Airbus 310 MRTT, sur lequel ils testent les technologies de ravitaillement en vol, et un F-16 de la Force aérienne portugaise. Donc, avec les ordinateurs et des caméras qui sont déjà sur le système, ils ont mis un système de reconnaissance qui reconnaît l'avion. Et la perche, lorsqu'elle est déployée et l'opérateur met le système en fonction, la perche garde sa position. Le pilote de l'avion receveur garde sa position sous l'avion ravitailleur et l'ordinateur va aller planter la perche au bon endroit dans l'avion. Ouais. Et la précision, on nous dit que c'est de quelques centimètres. Mais je veux ajouter que il y a deux systèmes pour ravitailler en vol un avion. Il y a la perche, le système américain de la US Air Force, le Flying Boom, et il y a le système Probe and Drogue, comme les Anglais, les Français, en fait, tout le monde, sauf la force américaine utilise. Le panier ravitailleur.
comme on a au Canada, c'est le Prop and Drop. Ce système-là est automatique également, dans le sens où l'avion ravitailleur laisse sortir le panier avec un tuyau, et c'est le haut pilote de l'avion receveur à aller chercher son carburant en se connectant au panier. Ouais. Ça veut dire qu'on a des meilleurs pilotes, on a des meilleurs systèmes ravitailleurs. On gagne. Non, en fait, c'est pas une question d'être meilleur ou non, quoi que ce soit. Là. Non, c'est que, pas du tout. parce que je me suis posé la question, en fait, de pourquoi que c'est si différent. Puis c'est pas une question pour une fois. Là. C'est pas une question que les Américains sont meilleurs, quoi que ce soit. C'est que le système de perche a été développé parce que la US Air Force voulait trouver un moyen de transférer plus de carburant pour le même temps accroché. OK. Donc, avec le système de tuyaux puis de drogue, là, avec le panier qui flotte en arrière, tu peux pas avoir un tuyau qui est double de grosseur. Là, ça marcherait pas. T'es limité pour la taille du tuyau. Okay. Entre autres, oui. Fait que il y a de ça plusieurs années, la US Air Force a demandé à trouver un moyen de ravitailler plus, d'être capable de transférer plus de carburant. Puis c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec le système de boom et de perche de ravitaillement. Oh, ouais, je comprends. Oui, parce que la perche a comme deux petites ailes, donc il y a une certaine portance quand tu déploies. Non, non, en fait, ça, c'est pour le contrôle. C'est pas une question de portance, c'est pour. Sur les vieux systèmes, là, parce qu'à cette heure, c'est automatique, mais c'est le contrôleur, le boomer qu'on appelait, là, qui permet, ça permet d'aligner. C'est des petits, ça agit comme des petits ailerons, là, puis ça permet de réaligner le. Okay. Fait que là, partout dans le monde, il y a des forces qui peut-être s'étaient posé la question après des présentations PowerPoint de vendeurs. Ah non, quel produit on choisit? Présentement, il y en a qui doivent être vraiment, vraiment contents d'avoir sélectionné Airbus. Là. Ben, disons que pour le moment, oui, là, en tout cas. Oui. Mais à part le Japon et les États-Unis, qui d'autre avait commandé des KC-46, des 767 Tinker? Israël. Les clients en ce moment pour le KC-46, c'est le USAF, le Japon et Israël. Le Japon, je crois qu'ils ont des KC-767 et l'Italie aussi en ont. OK. Que Boeing avait fait là, dans les années 2005, un truc comme ça. Ouais. Pour revenir à la différence entre les systèmes de ravitaillement en vol, le système du Flying Boom, c'est à peu près, ça peut donner jusqu'à 1000 gallons à l'heure pour un exemple, un KC-10 qui ravitaille un C5. Ouais. Il va aller transférer à 1000 gallons à l'heure. Pour un chasseur, c'est un peu moins élevé parce que l'avion n'est pas aussi gros. Et pour le panier et la perche, c'est autour de entre 6 et 800 gallons à l'heure. OK. Gallons à l'heure, OK. 6 000 gallons à l'heure veut dire 6 000 livres à l'heure. C'est quand même une bonne quantité. Là. Oui, on essayait d'aller chercher un petit peu d'efficacité opérationnelle, puis à ce prix-là, on a comme... c'est parce que c'est souvent, l'idée l'idée avait été lancée. Ben, je trouve ça intéressant. L'idée avait été lancée à l'époque où les B-52 étaient en constamment en vol. Ils faisaient des vols de plus de 24 heures. Là. Fait qu'il fallait les ravitailler en vol. Puis là, à un moment donné, tu vas prendre 3 jours non plus ravitailler. Là. Fait que c'est ça qui a lancé les premiers 30 ça peut faire une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Puis après ça, quand on s'est amusé à envoyer des avions, à transférer des avions entre l'Europe et les États-Unis, à cause parce que les Américains avaient beaucoup d'avions stationnés en Allemagne, par exemple. Donc, si tu as 4-5 avions qui traversent l'Atlantique, là, si ça te prend trop de temps... il faut que tu commences à ravitailler alors qu'ils sont encore à moitié, mais parce que ça prend tellement de temps qu'ils vont brûler du feu. Ça commence à être compliqué. Si tu peux transférer plus vite, tu peux te rendre plus loin avec un ravitaillement, par exemple. Ça avait du sens. Donc, le premier ravitaillement en vol opérationnel, c'est pendant la guerre de Corée, des F-84 qui partaient du Japon pour aller bombarder les objectifs en Corée étaient ravitaillés par des B-29 convertis. Ouais. Et ensuite, ça a été les C-97 convertis pour ravitailler des B-47. Et ensuite de ça, le B-52, là, le KC-135 est arrivé, et ainsi de suite. Okay. Et puis, quand il y a des déploiements d'avions de chasse, exemple, de l'Amérique du Nord vers l'Europe, l'avion ravitailleur, on appelle il va trailer carrément. On dit que l'avion ravitailleur traîne les avions de chasse jusqu'à l'autre côté. Et les pilotes, pendant la traversée, tout ce qu'ils font, c'est ravitailler. Donc, ça prend, exemple, ils sont 6 avions ou 4 avions sur un tanker. Ben, ça prend 1 heure à ravitailler tout le monde. À toutes les heures, ils vont chercher du carburant pour toujours avoir du carburant dans le réservoir. Ouais. OK. Ça doit être super. Et en plus, quand ils font les traversées, ils volent pas très haut. Ils sont en bas de l'espace aérien RVSM. OK. Donc, ça prend plus de gaz aussi. Exact. Tout à fait. Ouais. Bon point. Bon.
OK, Hein? super. Pas pire, ça, On a hein? appris plein de choses. Good. Ouais. Et on continue. L'espace. Donc, premier vol habité de la capsule Crew Dragon version 2, qui est prévu, qui n'est pas encore fait. Ben, ça sent bien. donc, C'est quand? C'est le mois de mai? Le 27 mai, hein? 27 mai. Ouais, 27 mai. Ouais. Pour 27 mai, le vol de Crew Dragon, comme on l'appelle. Ouais. Donc, Commercial Crew, d'où ça vient? Vous vous souvenez que jadis, il y a longtemps, il y avait la navette spatiale qui envoie des astronautes dans l'espace à partir de la Floride. Mhm. Ouais. Oui. Donc, depuis que la navette spatiale a été retirée en 2011, Oui. les Américains achètent des sièges aux Russes avec la capsule Soyuz. Ouais. Oui. Donc, Ce qui n'est et pas vraiment depuis 2010, sustainable. Hein? C'est pas vraiment un bon système d'être avec ton semi-ennemi, dépendant de ton semi-ennemi. là. C'est pas- en fait, quand on veut savoir si les relations sont bonnes entre les États-Unis et la Russie, il faut regarder ce qui se passe au niveau de l'espace. Ouais. Tant que les Russes amènent les Américains avec eux dans leur capsule et s'occupent de la station spatiale, il y a pas de chicane. Tout va bien. Ouais, OK. OK. Donc, C'est le trop reste, c'est de la chicane. politique. Ouais, Ouais. c'est carrément ça. C'est là qu'il faut aller voir les choses. Donc, pour revenir à notre Commercial Crew, en début 2010, ils voulaient réduire la dépendance face justement à la Russie. Et donc, les objectifs, c'est de transporter 4 astronautes vers la station spatiale avec assurer le retour en cas d'urgence, un bateau de survie pendant 24 heures pour les astronautes au besoin et capable de rester arrimé à la station spatiale pendant 210 jours, un peu comme les Soyuz font maintenant. Ça, c'était OK. l'appel d'offres, hein, ce que tu viens de nous dire là? Oui, c'est les objectifs du programme. Ouais. OK. Ouais. Donc, il y a différents contrats qui ont été donnés, mais le plus important a été donné à SpaceX et Boeing en 2014. Donc, SpaceX, ils ont développé le Dragon qu'ils utilisaient déjà pour envoyer du cargo à la station spatiale. Donc, le premier vol de la capsule Dragon 2, ou Crew Dragon, s'est fait en mars 2019. Et Boeing, leur premier vol pour leur version, le CST-100 Starliner, premier vol en décembre 2019, vous vous souvenez, ça avait fait les manchettes, ils ont quasiment perdu la capsule. Et comment, oui, ça a fait la manchette. Donc, une anomalie de temps de mission écoulé. Et puis, ils sont encore en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Pour donner une idée des chiffres, en ce moment, Soyuz, c'est 67 millions en moyenne par passager par vol. Mhm. Et 67 Boeing millions. a reçu 4,8 milliards pour développer son CST-100 Starliner. Mhm. Et ça représente environ 90 millions par passager par vol. OK, c'est une augmentation. Oui, mais ils perdent en fait, on paye plus les Russes, on paierait les Américains. Ouais. Donc, et SpaceX, ils ont reçu 3,1 milliards et eux, ça revient, ça c'est assez intéressant, 5,5 millions par passager par vol. Wow. Wow. OK. Moi, je suis flabbergasté par les succès de SpaceX. Et si c'était pas des fois, là, Elon Musk a tendance à faire des annonces irréalistes, là. Puis tu ça va être dans 2 ans, puis finalement, c'est dans 4 ans. Mais si tu fais exception des déclarations ou des promesses d'Elon Musk, le succès de SpaceX est retentissant depuis 10 ans. Mais on en Ouais. parlait la dernière fois. En fait, on en parle souvent de la question de la culture chez Boeing qui n'est plus du tout axée sur le génie. Chez SpaceX et chez Tesla, et c'est une culture d'ingénieur finie. Là. On se préoccupe pas vraiment de la production. C'est une culture de geek. Oui, vraiment. C'est une culture de geek et c'est une culture de. Puis De solutions à des Ouais. problèmes débiles. là. Puis tu me diras Ouais. ce que tu en penses, Olivier. Chez SpaceX, en ce moment, on se croirait un petit peu à la NASA ou au Johnson Space Center à l'époque. À l'époque du Des années Mercury, 60. Apollo, tu sais, cet enthousiasme, Oui. on a réponse à tout, puis amenez-en des problèmes, on va régler ça. Là. Et plus efficacement que n'importe qui d'autre. Parce que moi, ce qui me surprend, on prend par exemple le développement du lanceur, là, le Falcon 9X. Ouais. La philosophie qu'ils ont adoptée chez SpaceX, c'est qu'au lieu de faire le modèle final grandeur nature, ils commencent par faire un modèle qui est peut-être la moitié ou aux 2 tiers de la grandeur finale, qui coûte moins cher. Là, ils l'essaient, ça a bien marché, essai-erreur. Si tu te plantes avec un modèle, avec une fusée qui t'a coûté moins cher. Puis graduellement, on fait des pas, on s'améliore, puis on arrive à la version finale. Dans le cas du Crew Dragon, Ouais. la NASA, il y a 4 passagers, mais la capsule est capable d'en transporter 7. Elle Ouais. est dessinée. Donc, il y a encore de l'espace dedans. Le Starliner aussi, c'est 7 passagers également. OK.
Mais il faut revenir à Falcon 1, la première fusée de SpaceX, ça n'a pas été un succès, parce qu'ils n'ont jamais été en orbite avec Falcon 1, et on pense au succès avec Falcon 9. Ouais, OK. Mais ils ont fait leur classe graduellement, ils ont fait une petite version. Ils savaient qu'il allait avoir des erreurs et des échecs. Mais ils ont fait leur classe, et moi, je trouve ça extraordinaire. Je pensais pas il y a 5 ans de ça, j'aurais pas pensé que SpaceX se rendrait aussi loin. Ils sont rendus très loin, très avancés. On peut pas dire autre chose que félicitations pour ce succès-là. C'est vraiment une preuve, là, un beau succès commercial. Ouais, mais il y a Blue Origin aussi qui s'en vient. Hein. Et là, attends, une question sur Crew Dragon, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le vol du 27 mai exactement? On prévoit un petit tour dans l'espace et on revient? Non, ils vont s'arrimer. Non. Ah ouais, à la vraie affaire. Oui, ils s'en vont. Ouais, avec des astronautes. Oui, 2 astronautes, donc Robert Behnken et puis Douglas Hurley. Ça veut dire que ce que je disais, là, le genre de test duquel je parlais, ça a déjà été fait. Puis OK, super. Oui, la capsule est revenue. Tout est. Pour te donner une idée, le Crew Dragon. SpaceX a décidé d'utiliser une approche comme la NASA avait dans les années 70, c'est-à-dire que la capsule ça va amérir. Boeing, eux autres, ils la font atterrir comme Soyuz sur de la terre ferme. Fait que les tests chez j'allais dire Tesla, chez SpaceX sont déjà faits. Fait que là, on est prêt pour envoyer des gens dans l'espace. Aussi, le Dragon peut atterrir sur la terre ferme aussi. Les options sont là. L'option est là, OK. Ça, c'est l'info que j'avais pas. Moi, je pensais que le système, là, que les super Draco Thruster, là, que pour le système d'échappement pour se sauver au cas où il y a un problème sur le pad, ce système-là permet d'atterrir sur la terre ferme. Ils sont capables d'aller, parce qu'ils sont capables de moduler la poussée que ce système-là fournit. Ils peuvent atterrir sur la terre ferme également. OK. Intéressant. Super. Et puis, juste un addendum au Commercial Crew, il y a aussi Sierra Nevada Corp avec leur Dreamliner. Correction, le Dream Chaser. Dreamliner, c'est nos amis chez Boeing. Donc, eux, ils ont reçu une subvention de 325 millions pour faire des vols cargo à la station spatiale et éventuellement une version habitée. C'est comme une petite navette spatiale, le Dream Chaser. Oui, c'est vrai. On les avait oubliés, eux autres. Il va rentrer dans l'atmosphère, il va planer et il va atterrir sur une piste. Dis-moi donc, Olivier, je pense à ça, là, vite de même, là, avec Crew Dragon. La fusée principale, le 9X, il est récupérable, il revient sur Terre. Falcon 9, oui, le premier étage, oui. Le premier étage revient sur Terre. Et la capsule revient sur Terre aussi. Quelle partie qui reste qui est perdue? Il y a juste un petit... C'est le deuxième étage. Deuxième étage, mais il est beaucoup, beaucoup moins gros que le premier. Là, il est moins gros, mais je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Là. Ils ont des plans futurs. Ça ne pressait pas tout de suite là, pour le récupérer. Ouais. Ils vont commencer à faire des tests pour essayer de le ramener. Exact. Et, il n'est pas moins gros, mais la Falcon 9, c'est la fusée, et c'est immense comme véhicule. Et tu avais vu les photos quand ils ramènent le morceau sur le bateau à Port Canaveral. C'est gros. Là. On pense que c'est une petite fusée parce qu'on était habitué de voir Saturn V, mais c'est vraiment un très, très gros véhicule. Donc, même le deuxième étage est quand même significativement assez gros. Là. Ouais. OK. Fait que c'est là que tu vois l'ingéniosité à son... L'ingénieur à son meilleur. Là, éventuellement, leur but chez SpaceX, c'est que la fusée soit 100% réutilisable. Ouais. C'est très cool. Éventuellement, quand tu vas être riche, Greg, tu vas pouvoir te payer un vol dans l'espace sur le Crew Dragon. Ah, je vais attendre que ma petite fille m'invite. OK. Pendant qu'elle sera là-haut. Là. Super. Il va y avoir des prix pas très chers pour la famille, non? Oui, c'est ça. Oui. Prix de groupe. Vous souvenez-vous de ça, vous autres? Moi, je me souviens du film. Apollo 13, non, j'étais à la garderie cet après-midi-là. C'était quand, ça? Moi, j'étais pas à la garderie. J'étais même pas à l'école. C'était parce que mais je me souviens d'avoir vu ça en direct. Apollo 13, c'était en quoi? C'était en 70? Quelque part? 50 ans. Ouais. 50 ans, Greg. Non, en fait, oui, mais non, je cherchais la date exacte. C'est beau. Faites pas vos petits... C'était lancement le 11 avril et le retour le 17 avril. Et si je peux me permettre, c'est un des premiers grands événements planétaires qui a été vu en direct. Tous les vols Apollo, oui, il y avait la guerre du Vietnam dans le début des années 70 qui était couverte, mais c'était jamais en direct. Les premiers événements en direct, c'était surtout Apollo 11, mais il y avait eu Apollo 9, 10, 11, 12, et là, 13, on avait vu ça en direct. Je pense que c'est
à l'époque, là, ça avait battu des records de visionnement en direct. C'était l'histoire. C'est une histoire extraordinaire surtout le retour à Apollo 13. Là. Oui. C'est surtout le retour qui avait été très, 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 très médiatisé parce que... parce qu'on pensait pas qu'il allait en avoir Le lancement n'avait pas été diffusé. Déjà rendu à Apollo 13. Puis je trouve ça intéressant parce que sachant qu'on allait en parler, j'ai été voir 2-3 affaires sur YouTube. Là, puis je suis tombé sur un bout de film, du film Apollo 13. Puis il en parle. Il était déjà blasé, tu veux dire? Oui, dans le film, ils parlent, ils disent que plus personne ne regarde ça déjà. Puis il était rendu à Apollo 13. Tu sais. Il y a eu 11, 12, 13, plus intéressant. Oui, 14 avait été suivi un peu, mais après ça avait tombé effectivement dans l'anonymat. C'est fou pareil. Ouais, c'était un grand événement. Le retour avait été effectivement très. On les attendait un petit peu, là. Oui. Avec leur cylindre qui fitait dans un carré, là. Ça avait frappé l'imaginaire, ça. Sérieusement, bref. Oui. Vas-y, Olivier. Ce qui est assez incroyable, c'est quand ils sont arrivés avec la solution pour le CO2 dans la cabine, c'est que toutes les instructions qu'ils ont fait ont dû les passer par voie aux astronautes. Maintenant, s'il y a un problème avec la station spatiale, ils peuvent prendre des photos, ils envoient ça par courriel ou par message texte. Les astronautes ont une vidéo ou des photos à noter, tout ça. Mais là, c'est vraiment par voie. OK, tu vas prendre la roulette de ruban collant gris, t'en coupes 3 pieds. OK, après ça, tu vas faire telle chose avec. Donc, en plus, il y a un délai de transmission. Oui, il n'y avait pas un bout dans le film où il testait la procédure avec quelqu'un qui n'avait jamais rien vu pour être sûr que ça fonctionnait. Oui, il me semblait qu'il y avait ça, c'était comme... C'est assez incroyable. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu... qui est un drame national, puis tout. C'est devenu une expression d'ingénierie assez... fais ton Apollo 13, là, puis trouve-moi une solution. Là. Effectivement. Tout à fait. Cool. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Apollo 13, je vous recommande le podcast de la BBC, 13 Minutes to the Moon. L'an dernier, ils avaient fait Apollo 11. Donc, les 13 minutes de l'orbite jusqu'à ce qu'il y ait l'unissage. Et là, cette année, ils font Apollo 13. Okay. C'est excessivement intéressant. Jim Lovell est interviewé. La femme de Jim Lovell est interviewée. Gene Kranz, qui est malheureusement décédé maintenant, on a eu ses commentaires via un programme au Johnson Space Center. Donc, les principales personnes qui étaient impliquées dans le projet, on les entend parler et discuter de leur expérience dans l'émission. C'est vraiment fascinant. OK, cool. Intéressant. On vous aura le lien dans les notes de l'épisode. Absolument. Oui. Avec grand plaisir. Un autre podcast à écouter. Yes! Oui. On n'en avait pas assez. Fait qu'on commence avec Aéropod et on continue avec... Tant qu'on est en confinement. Exactement. Absolument. Oui, absolument. All right. Une petite pensée de dernière minute, messieurs, ou ça a fait le tour? Non, ça va bien, là. Je pense que... Non, ça déjà fini. Eh oui. Parfait. C'est fou ce que le temps passe vite quand on est dans une agréable compagnie. Bon, ben, c'est tout pour cette semaine. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.